Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous ne pouvez pas ne pas connaître le guépard. Ce magnifique félin, animal terrestre le plus rapide du monde puisqu'il peut courir à plus d'une centaine de km/h, est régulièrement la star à la télévision où l'on peut le voir dans des documentaires animaliers courser des gazelles, impalas et autres petits gibiers, sa tactique de chasse reposant uniquement sur sa vitesse. Si cette dernière est effectivement son point fort, elle est également son point faible, puisque après une course, il lui faut environ 20 à 30 minutes de récupération. Ce temps lui est nécessaire pour reprendre sa respiration, mais faire également baisser sa température corporelle, qui peut monter à près de 42 degrés à cause du brusque échauffement provoqué par l'activité musculaire pendant la course. Mais même une réussite lors d'une chasse n'en fait pas forcément un succès pour lui. En effet, son long temps de récupération le rend incapable de manger le temps que son corps récupère de l'immense effort qu'il a fourni. Corps frêle qui, s'il est en mesure de développer une très grande puissance pour la course, est incapable de fournir la force nécessaire pour se battre contre les autres animaux qui auront vite fait de profiter de cette proie capturée par un animal solitaire, épuisé et pas du tout équipé pour le corps à corps. Emblématique des savanes africaines, dans ses reportages, les guépards ne sont pourtant pas originaires du berceau de l'humanité. Il a existé en effet une forte population de guépards en Asie, nommée guépards indiens. Marco Polo racontait dans ses carnets de voyage que la cour du souverain mongol possédait un millier de ces bêtes dressées spécifiquement pour l'aide à la chasse. En 1948, le journal de la Société d'Histoire Naturelle de Bombay publie une photo de chasse où l'on peut voir 3 guépards indiens tués lors d'une partie de chasse par le Maharaja Singh Deo. Depuis lors, plus aucune trace de cet animal en Inde n'a été enregistrée. Aujourd'hui, l'Asie n'est plus guère connue comme une terre pour ce félin, seul subsistant une petite population d'une centaine d'individus éparpillés dans le Baloutchistan, région à cheval entre Iran, Pakistan et Afghanistan, valant à cette espèce le nom de guépard iranien. Avec les méthodes de génotypage modernes, nous sommes en mesure de retracer la lignée ainsi que la migration de ce chat véloce sur une très longue durée, bien au-delà des écrits les plus anciens à notre disposition. Leur histoire commence il y a près de 100 000 ans en Amérique du Nord. Oui, en Amérique du Nord, pour un animal qui est aujourd'hui emblématique de l'Afrique, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Là-bas vivait une population de félins, ancêtres des guépards ainsi que des pumas actuels. Pour une raison qui nous est inconnue, une partie de la population de ces félins traverse le détroit de Bering. Ce dernier est en effet traversable à pied à l'époque à cause du début de la dernière période glaciaire faisant baisser le niveau des océans, direction l'Asie. Une fois arrivée, la population va prospérer puisque l'on en trouve des traces en Asie, en Europe ainsi qu'en Afrique quelques milliers d'années après seulement. Et puis, il y a environ 15 000 ans, pour une raison inconnue, un effondrement de la population se produit brutalement. Certaines personnes invoquent la conséquence directe de l'ère glaciaire qui est alors à son paroxysme, d'autres une chasse importante par les humains, mais le fait est qu'on ne sait pas en réalité quelle est l'origine de cet effondrement, on ne fait que l'observer dans les gènes. S'il est possible de lire ces marques de déplacement des populations dans les gènes de l'espèce, c'est qu'elles y ont laissé des traces. Oh que oui, elles y ont laissé des traces, et pas des moindres d'ailleurs. C'est ce que l'on appelle en génétique l'effet fondateur, autrement appelé goulot d'étranglement génétique en fonction des situations. Mais le phénomène qui se cache derrière ce principe est en réalité très simple à comprendre. Imaginez une population de départ assez importante, comportant à l'origine une bonne variabilité génétique, symbolisée par cette bouteille remplie de billes de couleurs différentes. Vous prélevez une petite partie de cette population que vous déplacez et empêchez tout contact avec la population d'origine. Cette nouvelle sous-population, pour peu qu'elle soit dans un environnement favorable, va alors croître, pouvant même le faire de façon spectaculaire. Mais son isolation, ainsi que le faible nombre d'individus à son origine laisse une trace indélébile dans son génome, comme on peut le voir avec ses vies aux couleurs beaucoup moins variées que celles d'origine. La diversité dans ce groupe y étant plus faible, cet appauvrissement génétique au sein de la population la rend plus encline à des défauts génétiques, mais également plus sensible à des maladies occasionnelles. Et le guépard a subi par 2 fois un tel processus. Les séquelles laissées dans son génome sont immenses pour ce magnifique animal. Et si vous voulez savoir à quel point cet appauvrissement génétique peut grandement détériorer l'espèce, en voici quelques exemples. En 1983, dans un refuge de l'Oregon pour grands félins, un virus arrive et se répand. En quelques semaines, 60% des guépards de ce centre dédié à la sauvegarde des espèces meurent directement ou indirectement à cause du virus. Pourtant, des lions sont également accueillis dans ce même centre. Le virus a également frappé ces derniers, mais mis à part quelques cas de fièvre chez les animaux stressés, la population de lions n'a pas le moins du monde été affectée par ce virus. La conséquence de cette consanguinité extrême se matérialise ici directement par la faiblesse du système immunitaire de ce gros chat.
Mais ce n'est pas l'unique problème que pose cette perte de diversité. Toujours dans les années 1980, une équipe de scientifiques étudie la réponse immunitaire chez le guépard. Plutôt que de jouer avec des virus, ou des maladies pouvant être mortelles pour cette espèce très fragile, les scientifiques décident de se baser sur une étude moins risquée, celle de la greffe de peau. Si dans les grandes lignes, le procédé semble ne pas être compliqué, les suites opératoires peuvent être dramatiques. Car à la surface des cellules, et des organismes vivants de manière générale, il existe tout un tas de petites protéines situées sur la paroi cellulaire, nommées complexe majeur d'histocompatibilité, ou CMH, esquissant une sorte de pièce d'identité de la cellule. Suite à une greffe, vous allez donc vous retrouver avec un corps étranger qui sera reconnu comme tel par le système immunitaire de l'hôte et sera systématiquement attaqué. À leur grande surprise, toutes les greffes prennent. Le rejet de la greffe, qui est pourtant un comportement attendu, ne se produit pas du tout. On pourrait croire que c'est là encore dû à la faiblesse de leur système immunitaire, mais la raison est cette fois bien pire. Les gènes des guépards sont tellement pauvres en termes de diversité que la variabilité de leur CMH est quasiment nulle. Alors que chaque individu devrait posséder sa propre signature cellulaire, le guépard fait donc totalement exception à cette règle du monde vivant. Comme si l'intégralité de la population était faite de clones ou de jumeaux identiques. Les études génétiques, effectuées des années plus tard, permettront de mettre en évidence la très grande uniformité des gènes impliqués dans la formation des CMH chez le guépard. Vous pouvez donc prendre un guépard africain, greffer un de ses organes à un guépard syrien, cela passera nickel. Alors que chez l'être humain, exemple que je prends car on pratique régulièrement des greffes chez l'humain, même les greffes entre parents proches, c'est-à-dire entre frères et sœurs ou entre parents et enfants, vont être systématiquement rejetées sans traitement adéquat. Là encore, c'est à ces 2 épisodes de raréfaction extrême du génome du guépard que l'on doit cette caractéristique unique dans le monde vivant. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le guépard, sublime félin au corps profilé pour la chasse, est une espèce extrêmement fragile à la pauvreté génétique sans pareil dans le monde vivant. Cet appauvrissement génétique dû à cette consanguinité entraîne une extrême homogénéité au sein de l'espèce dont les dommages sont visibles pour l'espèce et son évolution. D'une part, cela a grandement fragilisé leur système immunitaire, les rendant fortement vulnérables à des maladies bénignes pour les autres félins qui se révèlent alors mortelles chez ceux derniers. Cependant, cette raréfaction de la diversité génétique au sein de la population engendre d'autres effets délétères. C'est ainsi que l'on se retrouve avec une espèce au problème de reproduction d'une ampleur sans précédent. La production de spermatozoïdes, par exemple, se faisant en quantité faramineuse, c'est pour cette raison qu'il existe partout dans le règne vivant des spermatozoïdes mal formés qui vont être non fonctionnels, avec des formes étranges, des doubles flagelles, etc. Le taux de spermatozoïdes anormaux s'élève, chez les guépards, à près de 80%, ce qui est juste énorme. Pour comparaison, les chats, qui ont également connu des goulots d'étranglement génétique, n'affichent eux des taux de malformation de spermatozoïdes que de 30%. Et là encore, on ne parle que de malformation chez les spermatozoïdes, mais de telles infirmités visibles ne sont que la partie immergée de l'iceberg qui cache à coup sûr des problèmes identiques dans la production d'ovules qui est-elle impossible à observer sans tuer directement l'animal. Et les problèmes peuvent également se répercuter tout au long du développement embryonnaire et de la grossesse, pouvant provoquer fausses couches, malformations importantes ou mort des nourrissons de façon prématurée. Cette ampleur au sein d'une espèce entière est quelque chose d'inédit dans nos connaissances du monde naturel, mais c'est un phénomène qui a déjà été observé ailleurs à plusieurs reprises et qui est extrêmement bien compris et documenté aujourd'hui. Cet effet, que l'on décrit très bien chez les animaux, peut également être observé chez les populations humaines qui ne sont pas à l'abri de ce risque. C'est le cas de la Finlande, qui a connu 2 vagues d'immigration successives il y a 4000 et 2000 ans. C'est ainsi que l'on constate une faible diversité génétique au sein de la population finlandaise, la rendant plus susceptible à une trentaine de maladies génétiques très rares ailleurs au sein de l'espèce humaine. Mais revenons à notre sujet. Alors concrètement, qu'est-ce qui pourrait aider le guépard à se sortir de ce cul-de-sac ? Eh bien, en soi, pas grand-chose. Ce qui peut aider, c'est du temps. Beaucoup de temps même, des milliers d'années, voire des dizaines de milliers qui seraient préférables, afin que la dynamique de la population permette l'émergence, via le jeu des mutations génétiques, de voir apparaître quelques variants chez cette espèce manquant cruellement de diversité. Il est également envisageable de mettre en place des analyses génétiques systématiques sur les individus rencontrés, afin de décider s'il est préférable de les laisser là où ils vivent, ou alors de les déplacer ailleurs afin de mélanger leurs gènes à ceux d'autres populations plus éloignées génétiquement. Le souci, c'est que ce procédé est extrêmement coûteux et long. Et puis, qui pourrait investir honnêtement l'argent nécessaire à ce travail ?
Les pays pauvres, où vivent les dernières populations de guépards, ils n'ont même pas l'argent pour correctement payer les gardes forestiers luttant contre le braconnage. Les Dubaïotes ou les Émiratis, alors certes, ils achètent des guépards, mais c'est uniquement pour avoir la fierté de poser avec un animal sauvage à la maison. Il faut revenir à la réalité, personne ne va vouloir mettre l'argent sur la table nécessaire pour sauver le guépard. Et encore plus déprimant, cet animal est aujourd'hui considéré comme l'une des espèces les plus en danger, puisque les territoires africains, où l'on pouvait naguère l'observer, se sont réduits comme peau de chagrin. À l'heure actuelle, ces gros chats ont disparu de 90% de leur ancien territoire à cause de la chasse, de la destruction de leur habitat, ou à cause également des maladies qui se transmettent beaucoup plus facilement maintenant qu'ils sont sur un territoire réduit. Lorsqu'il aura disparu, il sera bien trop tard pour se dire qu'il fallait faire quelque chose. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode quelque peu déprimant de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant les effets de la consanguinité chez le guépard. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.